On a la tendance à faire les bons et les méchants. Et les principaux fournisseurs de pétrole d'Israël, toujours l'Iran. Israël fournit la Chine. Les Russes ont des relations avec Israël et avec les États-Unis, même militaires. Tout le monde travaille avec tout le monde. Donc nous sommes avec Gabriel Adinolfi pour les non-alignés. Donc bonjour Gabriel. Première question, il y avait la manif du jour de colère dimanche dernier. Qu'est-ce que tu penses de l'utilité de ce genre de manifestation et qu'est-ce qu'elle signifie au regard de la situation actuelle pour toi? Bonjour. Bonjour. Je pense que l'utilité de ce genre de manifestation, c'est déjà que les gens font une expérience, qui sont animés par un certain enthousiasme et qu'il y a de connaissances transversales qui se vérifient. Donc c'est un moment dans lequel les gens peuvent, utiliser, si l'on veut, l'agitation et l'excitation pour pouvoir après bâtir quelque chose de plus dans leur propre domaine. Pour le reste, quant au résultat en soi, il n'y aura aucun, mais ça c'est logique. Est-ce que, au cours de ces manifestations, il y a beaucoup de gens, on appelle à une rupture avec le système, et notamment, avec l'Union européenne. Qu'est-ce que tu envisages comme scénario pour l'avenir proche? Est-ce qu'une rupture est possible ou bien est-ce que... Déjà, qu'est-ce que c'est le système? Parce qu'aujourd'hui, on continue de parler avec un langage il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, le système, c'est tout. Aujourd'hui, le système, c'est chaque individu et la façon dans laquelle il vit, son Internet, l'absent-présent sur Internet, avec les iPads et tout le reste. Donc, le système n'est même pas plus politique, le système est mental. Alors, déjà, l'idée de faire une rupture du système sans avoir changé l'existence est sympathique, mais un petit peu enfantine, pour commencer. Et par la suite, je dis que tout en étant très intéressantes toutes sortes de poussées de rage populaire, on peut bien voir qu'un peu partout, elles font partie, elles sont non seulement reprises, mais elles sont nourries par la logique même du système qui leur donne toujours des issues qui sont complètement absurdes. L'issue qu'on prétend de casser les systèmes par la révolte populaire ne tient pas debout parce que ce n'est pas l'époque et parce qu'il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas un vide de pouvoir, il y a un plein de pouvoir. Donc, et il n'y a aucun élément qui pourra faire changer le système en soi. Quant à l'Europe, c'est tout à fait un autre débat. On peut le faire, mais c'est plus compliqué. C'est possible la rupture avec l'Europe, mais ce serait le suicide final de toute possibilité ethnique, culturelle, économique, énergétique de la France et de tous les pays européens. Donc, bien sûr, c'est possible. C'est même souhaitable par ceux qui nous gouvernent, qui veulent une Europe faible, divisée, où tout le monde soit contre l'Allemagne. Donc pour l'instant, comme d'habitude, toutes les oppositions depuis 70 ans, qu'ils le veuillent ou pas, sont prises, hypnotisées par le message qui est donné par le vrai pouvoir. C'est un peu comme 1984. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être développer plus cette idée? En Italie récemment, il y a eu un peu une polémique aussi autour des mouvements qui agrégeaient pas mal de gens qui étaient pour la rupture avec l'Union européenne. C'est une thématique qui revient souvent. Toi, tu as fait paraître des textes assez incisifs et de fond là-dessus. Quelle est ta perspective là-dessus? Parce que pour beaucoup de gens, l'Union européenne, c'est juste un des étages de la fusée du mondialisme. Oui, c'est vrai et faux à la fois. Dans le sens que chaque chose qui se vérifie dans l'histoire est l'ensemble de la rencontre d'une nécessité objective
et d'un pouvoir et avec son idéologie. Alors que le pouvoir, avec son idéologie, depuis 70 ans, soit la même partout, et que ces pouvoirs, en son intérieur, aient des relations de force et une hiérarchie particulière, c'est indiscutable. Que, par contre, il a besoin de composer une autre. Alors, je reviens justement à pourquoi seulement l'idée de penser contre l'Europe, c'est exactement l'idée de penser de se suicider et d'annihiler sa propre descendance. Il y a 70 ans, quand l'Europe a perdu sa guerre civile et quand l'Europe a été complètement engloutie par les grandes puissances, les grandes puissances liquides, les États-Unis, la grande puissance solide, l'Union soviétique, toutes les têtes intelligentes, toutes ont compris immédiatement et ont dit à l'avance que la seule façon pour les Européens, non seulement pour les pays européens, mais pour les Européens même comme famille, tribus, clans, etc., était de créer une force européenne parce que les pouvoirs maintenant allaient à l'échelle continentale. J'imagine, je comprends pas l'Italie parce que c'est complètement grotesque qu'en Italie quelqu'un puisse penser autrement. Je comprends qu'en France on puisse penser autrement parce que la France a cru avoir gagné la guerre mondiale. Et en ayant cru avoir gagné la guerre mondiale, et en plus a eu un certain pouvoir national, et même impérial, la France a été l'un des acteurs mineurs de l'après-guerre, et qui a quand même joué ses cartes pour tenir un rôle à niveau international. La France s'est fait complètement ronger par son intérieur par les avancées trotskistes et par la banque Rothschild. Ceci dit, la France aujourd'hui n'a plus le rôle que les gens rêvent. Il ne l'a plus hors de l'Europe, il peut au contraire l'avoir en Europe. L'Italie, c'est déjà plus difficile, mais la France en Europe aurait un rôle fondamental et à niveau national et à niveau international. Seulement, il n'y a pas de classe politique française qui ne correspond pas à la société française actuelle. Et la société française actuelle, c'est exactement l'effet de toute une révolution culturelle qui s'est vérifiée pendant les années et qui est une révolution culturelle internationaliste, trotskiste, communiste et foncièrement anti-européenne. Mais par où il faudrait commencer? Parce que si on regarde, pour beaucoup de gens qui peuvent même être alter-européens, comme on dit, l'Union européenne, c'est pas l'Europe, c'est la subversion de l'Europe. Non, l'Union européenne n'est d'autre chose que l'État français, que l'État italien, que l'État belge. C'est l'expression de ce qu'en Italie on les appelle les porteurs de serviettes des banquiers. C'est ça la situation actuelle partout. Alors le fait de se dire, de se borner en essayant de voir qu'il y a des porteurs de serviettes à Bruxelles, ce qui est vrai, et de penser qu'en France les porteurs de serviettes c'est des traîtres, ou qu'en Italie c'est des traîtres, c'est vraiment c'est borné. C'est tout se tient, la main dans la main. Alors, ce n'est pas la question. Je fais un exemple tout à fait historique. L'Italie est un pays qui n'a presque jamais été une nation unie. C'était uni très, très tard. Quand l'Italie s'est été unie très tard, il y avait quand même une poussée, une volonté, pardon, certaines minorités, de réunir l'Italie pour en faire une puissance. L'Italie, au moment où il s'est réuni, ça a été réuni par des gens qui l'ont trahi, qui l'ont cassé. Le royaume de Piémont a occupé militairement le Midi, il l'a appauvri, il a massacré beaucoup de gens, il les a obligés à l'émigration, tout ça est tombé dans l'absurdité. Le roi de Savoie était des gens qui ont même fait tirer sur la foule, c'était l'enfer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se dire, morte à l'Italie, on revient en arrière, ou il fallait dire, comme on s'est dit, c'est pas l'Italie, il faut continuer la révolution. Et l'Italie, en continuant la révolution, s'est faite sur le tranché de la Première Guerre mondiale, est devenue une nation importante, et elle est devenue une nation qui, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avait un certain niveau, et une communauté de destin. Ce n'était pas, on va revenir au Grand-Duché de Parme, à cause du fait que les Piémontais
sont des traîtres. Et finalement, grâce à tout ça, même le rôle historique des Piémontais, malgré eux, est devenu positif. Parce que c'est un petit peu comme l'histoire du drapeau tricolore. Alors, que les monarchistes ont toujours détesté. Mais puis finalement, l'ont pris parce que, comme il disait, comme il a très bien dit par Le Pen, ça a été anobli par le sang de nos soldats dans nos tranchées. L'histoire, ça se fait comme ça, c'est-à-dire, quand il y a des éléments qui vont dans le sens dans lequel on peut avoir une communauté de destin, si cette communauté de destin est trahie par une classe dirigeante qui te casse, ce n'est pas contre la communauté de destin qui tu dois t'attaquer, mais contre la classe dominante. Alors, la classe dominante anti-européenne, en Europe, est encore pire que la classe européenne en Europe, parce qu'elle fait la même chose, mais sans la communauté de destin. Et dans le meilleur des cas, il poursuit un rêve historique dépassé parce qu'il n'est plus actuable, il n'a plus aucune possibilité d'actualisation, parce qu'on se borne toujours, on regarde jamais les choses en face. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un système mondial satellitaire. Alors, comment va-t-on faire face, non seulement militairement, mais même commercialement et diplomatiquement, avec toute la connaissance satellitaire que les Anglais, les Américains et les Chinois et seulement en partie les Russes ont, si ce n'est pas, admettons, notre propre connaissance. Et militairement, avec qui on fait face, par exemple. Donc, évidemment, il faut faire une révolution culturelle dans le sens opposé, mais si on ne pense pas en Européen, si on ne se bat pas en Européen, il n'y aura plus un Européen vivant dans les prochaines 3 générations. Très bien. Mais qui est alors, selon toi, cette classe dominante qui serait anti-européenne? Parce que nous, en France, on a l'impression que toute la classe dominante, elle est pro-européenne. Oui, enfin bon, quand je dis anti-européenne ou pro-européenne, il faut faire la part des choses. La classe politique tient toujours le discours de tout le monde. Simplement, après, il faut voir les nuances. Alors, nous allons voir, par exemple, regardons en Angleterre. En Angleterre, il y a le parti anti-européen. On vient de découvrir non seulement qu'il est appuyé par Soros, mais que le chef, Farage, est un homme de Rothschild. Alors, on peut se poser quelques questions. Encore, on ne se pose jamais les bonnes questions. En 2008, alors je ne suis pas du tout favorable, évidemment, ni à l'actuelle classe dirigeante de l'Union européenne, ni aux traités qui ont formé l'Union européenne, ni à la façon dans laquelle on doit maintenir l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Ceci dit, en 2008, pour la première fois, l'Europe s'est prononcée unie. Et c'était à l'époque où la Russie était face à face aux États-Unis pour la question géorgienne. Bon. L'Europe a voté Moscou. Ça, tout le monde l'oublie. Et même des gens ici, de la classe dirigeante sarkozienne et internationaliste et pro-sioniste, ont été obligés de voter Moscou parce que les intérêts géopolitiques, géostratégiques allemands l'imposaient. Qu'est-ce qui s'est passé après? Crise financière. La crise financière américaine est retombée sur l'euro exprès. Nous avons payé les frais de la crise américaine. Et il y a eu tout ce que vous savez, les printemps arabes, etc., etc. Par les spéculations, ils ont mis les spéculations anglo-américaines sur les bourses grecques, pas les spéculations allemandes ou européennes. Ils ont mis l'Allemagne dans une situation difficile et tout le monde contre l'Allemagne. Aujourd'hui en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui en Ukraine, il se passe que des gens qui ont tout à fait raison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont tout à fait raison, parce que le fait que nous soyons objectivement alliés de la Russie n'empêche pas que des gens des pays baltes en Ukraine ont tout à fait raison de vouloir se libérer de certaines chaînes qui ont porté. Bon, des gens qui ont tout à fait raison, ils se trouvent à se battre contre Poutine en arborant le drapeau européen, le drapeau de l'Union européenne. Et la question n'est pas s'ils ont raison ou tort de le faire, la question c'est pourquoi le font-ils, et pourquoi ici, par exemple, les populistes se portent contre le drapeau européen. Pour une tout à fait simple raison, c'est que les Américains savent parfaitement que l'Allemagne
l'Allemagne, actuellement, c'est leur ennemi. Quand je dis leur ennemi, je ne parle pas de la classe dirigeante, parce qu'il faut toujours faire les parts de choses entre ce que quelque chose représente en puissance réelle et la façon dans laquelle elle est représentée politiquement. Alors, si on regarde l'Allemagne à niveau de DNA, à niveau de capacité de production, à niveau de relations énergétiques, à niveau diplomatique, l'Allemagne, c'est celle qui a fait l'axe entre l'Europe et l'Est, entre l'Europe et la Russie. Et par exemple, chose que tout le monde essaye d'ignorer ou ignore réellement, quand il y a les sommets de l'ASCO, c'est-à-dire SCO, des pays de la Russie plus les pays de centre Asie et de la Chine, les Allemands ne peuvent pas être invités, évidemment, parce qu'ils ne font pas partie, mais ils sont invités de façon non officielle, les deux think tanks des deux principaux partis tout le temps. Donc l'Allemagne y est présente. Alors qu'est-ce qu'ils font pour affaiblir la puissance européenne? Ils mettent d'un côté les pays de la Méditerranée contre les Allemands en disant c'est eux qui nous obligent, blablabla, et de l'autre côté l'Allemagne contre la Russie pour la défense de l'Ukraine. Donc le jeu me paraît carrément évident. Et qu'on ne puisse pas comprendre le jeu, ça m'étonne. Je pense que si on ne défend pas la puissance allemande de toute manière, on est en train de fondrer la France et l'Europe et tout le reste. Mais de toute façon, je sais très bien que nous, particulièrement nous, notre mouvance, nous avons l'expérience, nous avons l'habitude depuis 70 ans d'avoir la tendance à aller en courant toujours vers le côté de l'ennemi en pensant que ce soit la nôtre. Mais sur cette puissance allemande, c'est l'Allemagne par exemple fournit les sous-marins nucléaires à Israël. Oui. L'Allemagne, l'Allemagne c'est le vaincu de la guerre civile européenne. Elle fait partie du dispositif américain. Alors après, tout le monde fait partie du dispositif américain. Il faut pas. Alors là, autre chose. Toujours, on a la tendance à faire les bons et les méchants. Le principal fournisseur de pétrole d'Israël, toujours l'Iran. Israël fournit la Chine. Les Russes ont des relations avec Israël et avec les États-Unis, même militaires. Tout le monde travaille avec tout le monde. C'est la logique. C'est la logique internationale. Et en plus, la classe dirigeante allemande est particulièrement cassée, particulièrement servile. Alors, parce que aujourd'hui, je ne sais plus si les autres ne sont pas au même niveau. Hein. Alors, ceci dit, ça c'est une chose. L'autre chose, ce sont les éléments objectifs qui fonctionnent. C'est-à-dire, les éléments objectifs qui fonctionnent, ce sont les tendances vers lesquelles des peuples, des économies vont. Si ces tendances, alors les tendances allemandes vont dans la bonne direction. Et puisqu'ils vont dans la bonne direction, et on le sait, on essaye d'empêcher qu'il aille trop vite dans cette bonne direction. 2008 a été un test, 2008 a eu une réaction. Donc après 2008, pour moi, d'arborer le discours anti-européen, ce serait exactement pareil que de mettre le drapeau américain et le drapeau anglais. Puis je ne sais pas, il ne faut pas oublier non plus, parce que tout le monde ici l'oublie, que par exemple, quand le président du FMI, Strauss-Kahn, a essayé de mettre l'euro comme monnaie d'échange international, ce qui avait déjà entamé pas mal de problèmes à plusieurs pays qui ont été attaqués parce qu'ils voulaient faire l'échange international en euros et pas en dollars, donc ce qui fait quand même représente que les Américains n'étaient pas si contents. Les Américains ont détruit Strauss-Kahn et la chose est tombée dans le silence. Dans les 6 mois après, la Grande-Bretagne a eu un saut extraordinaire au niveau de bourse. Elle va devenir la grande puissance financière et économique sur la spéculation sur l'euro. L'Angleterre qui a toujours été, qui restera toujours l'ennemi de l'Europe, même si elle en fait partie. Et, comme par hasard, qui a repris Strauss-Kahn comme homme symbole? C'était Poutine pour le représenter le South Stream, c'est-à-dire le gazoduc qui permettrait à l'Europe d'être reliée à la Russie sans passer par la prise américaine et israélienne. Alors, si on ne voit pas ce genre de petits trucs, on ne comprend plus rien.
Parce que bon, évidemment, à Bruxelles, il n'y a aucun fonctionnaire de Bruxelles qui ne mérite pas moins de 15 ans de travaux forcés. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Mais est-ce qu'il y en a quelqu'un en France? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Italie? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Espagne qui ne le mérite pas? Et est-ce qu'ils sont comme ça parce que les gens sont à Bruxelles, les gens à Bruxelles sont comme ça, ou c'est plutôt l'inverse? Et du coup, par où il faudrait repartir parce que où serait ce centre de gravité politique de la puissance européenne? Il n'y est pas. Il n'y est pas. Mais il n'y a pas non plus le sens de gravité politique alternatif. Aujourd'hui, On se dit que plus naturellement, on arriverait peut-être plus simplement à reprendre un centre de gravité politique à l'échelle d'un pays, justement. Bah, c'est absurde. C'est complètement absurde à tous les points de vue. Du point de vue de la communication. Alors, on parle de la souveraineté. Justement, si on change l'Europe, si on la change, les traités, si on le fait de façon confédérale et pas fédérée, alors oui, certains pays acquièrent une importance extraordinaire et l'État-nation qui est en train de disparaître peut obtenir son rôle qui ne sera jamais celui d'auparavant, mais qui ne va pas complètement disparaître. Dans les deux autres hypothèses, qu'on reste fédéraliste ou qu'on devienne souverainiste, on va disparaître en 20 secondes. En plus, ça me fait rigoler l'histoire du souverainisme. Qu'est-ce que c'est un souverainisme? Déjà, pour être souverain, il faut être capable d'imprimer sa propre monnaie et que le peuple en soit propriétaire. Bien, la France, depuis quand elle ne l'est plus? Depuis l'euro? Non, c'est depuis 1973, oui, grâce au couple Rothschild-Pompidou. Oui. Alors, on va arrière vers où? C'est pour ça que certains se disent, bon, il faut revenir à l'époque du gaullisme. En fait. Oui, mais l'époque du gaullisme, je peux même vouloir revenir à l'époque de l'Ancien Rome. Mais le problème, c'est que dans l'histoire, on ne revient jamais arrière. Je fais un autre exemple, ça peut déplaire à beaucoup de monde, mais ça peut plaire à d'autres, mais de toute façon, c'est pas le but de plaire ou de pas déplaire. Révolution française. Coupure. À un certain moment, dans la subversion, en partie par la subversion, il y a quelqu'un qui émerge, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte fait tout à fait une autre chose, qui est à la fois révolutionnaire et contre-révolutionnaire. Il impose un pouvoir, il impose un empire presque, il impose une montée des puissances. Tous ceux qui disent qu'il faut revenir en arrière sont ceux qui seront pour la restauration. Bon, je n'ai rien contre leur esprit, mais allons regarder qu'est-ce qui s'est passé. Après la guerre de Napoléon. Napoléon qui avait fait même la guerre à l'usure, quand il a perdu, qui a pris le pouvoir en toute Europe? La dynastie des Rothschild. Donc, même Guénon l'explique, qui veut revenir en arrière ne fait qu'accélérer, au pire encore, les forces qui avancent. Il n'y a aucune façon de revenir en arrière si ce n'est pas de devancer, d'aller plus avant que les autres et de changer la façon. Mais ça, c'est toute l'histoire, c'est César, c'est toute l'histoire. Il n'y a jamais eu une restauration qui a réussi. Et encore, et en plus, dans cette situation actuelle, il n'y a même pas les possibilités techniques de restaurer. Sans compter que le délabrement et la dissolution interne des individus est tellement forte que je ne vois pas avec quelle force morale et avec quelle continuité les gens pourraient se porter un spartiate pour pouvoir obtenir la possibilité d'avoir un petit grand-duché. Mais justement, sur cette décadence interne des individus, même quand l'Union européenne, elle promet ça à fond, le Conseil, on va sur le site du Conseil de l'Europe, eux, ils ont une Europe avec 47 pays, 850 millions d'habitants, et ils parlent constamment de théorie du genre, les choses comme ça, droits de l'homme. Ouais. Donc c'est eux qui poussent cette machine. C'est pas eux qui poussent cette machine. La machine est, alors, comme je disais auparavant, tout un ensemble d'éléments. L'ensemble d'éléments, c'est qu'il y a une nécessité historique, une nécessité technique, et en plus, il y a une gestion. La gestion vient du pouvoir et de la culture dominante. Alors, le fait que l'Union européenne, ça soit historiquement un centre de pouvoir plus efficace que le centre de pouvoir nationaux, n'empêche que les uns et les autres vont pareil.
Ce n'est pas l'Union européenne ou Bruxelles qui prend la théorie de genre. C'est notre société occidentale décadente et communistisée qui est partout. C'est parce que les lobbies arrivent, enfin les lobbies, je sais pas, de la théorie du genre, de n'importe tous les lobbies, ils ont le droit d'exercer dans l'Union européenne et d'avoir. Mais ils ont le droit d'exercer partout, hein. Ils ont toujours exercé partout. C'est pas une question de droit ou de pas droit. Oui. Alors, il n'y a pas une cohésion. Mais par exemple, je une chose, dans l'Union européenne, des pays, par exemple les pays de l'Est et tout, qui étaient plus préservés de la décadence actuelle, en mode accéléré, et ils vont rentrer dans le même schéma que nous, quoi. Oui, mais bien sûr, s'ils accélèrent, ils vont entrer dans le même scénario que nous. S'ils accélèrent sans être à la tête, et s'ils accélèrent en étant à la tête, parce que je veux dire, justement, tous les renseignements du passé expliquent que la révolution contre-subversive, ça s'est fait en accélérant, mais par des forces saines qui changent la donne tout en gardant la dynamique. C'est l'histoire de toujours. On commence par César, on continue par ce que vous voulez, par Charles Quint, on arrive à Napoléon, on arrive au fascisme, peu importe. C'est toujours comme ça qu'il se passe la rectification. Toujours comme ça, et jamais d'une autre manière. Il n'y a jamais eu une rectification qui a marché. Qui a marché en tant que rectification. Bon, alors, justement, tant qu'il y a des forces encore positives, alors, par exemple, quand je dis mon chemin de l'Europe, c'est une Europe confédérée, fondée sur la base de la constitution hongroise, avec une alliance forte avec la Russie, avec l'autonomie quand même obligée, parce qu'il faut quand même, quand on est allié, il faut quand même obliger les choses, donc avec une autonomie importante de l'Ukraine, des pays baltes, etc., parce qu'ils ont tout à fait raison d'affirmer leur propre destin, avec des zones d'intérêt géopolitique et géostratégique différents, etc., etc., etc. Donc, tout ça est à faire. Et il y a la façon de le faire. Évidemment, quand je dis accélérer, quand je dis il faut aller dans le sens, il faut dépasser même les autres, c'est-à-dire il faut créer un européisme encore plus fort, mais basé effectivement sur les côtés très intéressants du pays de l'Est. Ça, oui, d'accord. Mais si on se dit au contraire, non, il faut pas y aller là, il faut pas y aller là, il faut pas y aller là. L'histoire nous apprend toujours que c'est la seule façon, qu'on ne fait que démerceler ce qu'ils sont en train de faire les autres, toute instance résistentielle, toute instance de rectification, pour les bouffer l'une après l'autre, séparément. Donc il faut se tenir toujours en avant-garde, quoi, pour dépasser la subversion. Est-ce que tu peux peut-être développer cette idée que tu appelles de révolution anti-subversive? Oui. Révolution. Qu'est-ce qu'il y a de différent par exemple, avec la révolution conservatrice ça peut, ouais, parfois. C'est un peu la même chose. Oui, simplement la révolution conservatrice. C'est un peu la même chose avec la différence. La révolution conservatrice a été un peu trop intellectuelle. Enfin, non. Disons, un peu trop théorique, pas intellectuelle, parce que quand même, ça apportait beaucoup de choses. Mais oui, mais enfin, c'est grosso modo la même chose. Alors, la révolution, qu'est-ce que c'est? Évidemment, en France, il y a une façon de l'écrire avec la R majuscule, c'est le jacobinisme. La révolution, ce n'est pas que ça. La révolution, c'est quand tu fais une révolution. La révolution, c'est que tu changes les chemins, tu changes les structures par une force qui bouge. Alors, toute révolution, c'est un changement de domaine, c'est un changement de structure, c'est un changement de ceci. Elle est subversive si elle a un esprit de subversion, donc si elle s'attaque à la vérité, à l'axe, à l'ordre, mais à l'ordre, pas à l'ordre constitué, parce que l'anarchie peut être même traditionnaliste d'une certaine manière. Donc à l'ordre, à l'axe, si elle s'attaque, alors elle est subversive. Si au contraire, elle prend toutes les nécessités historiques du moment, en les remettant, en les gardant liées aux principes verticaux,
elle est une révolution contre-subversive. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous avons qu'une révolution subversive et qu'une réaction subversive. Parce que la réaction, aujourd'hui, de toute l'extrême droite, est une réaction subversive. Il n'y a rien, sauf dans les fantasmes de quelqu'un qui va tout seul, mais il n'y a rien d'axial. Aujourd'hui, la seule chose qu'il y a d'axial en Europe, si l'on veut, c'est justement l'Hongrie. À quel niveau, pour toi, la Hongrie est en train d'aller dans quelque chose de plus juste? Quel niveau, j'en sais rien. J'espère déjà encore que le gouvernement soit confirmé et bientôt. Il faut bien voir ça. Mais bon, c'est la seule. Parce que si on regarde les différentes révoltes, oppositions populaires en Europe, la seule dans laquelle j'en trouve un minimum de sens sérieux, c'est l'aube dorée en Grèce. Mais on parle encore de mouvement. Si on parle de gouvernement, je vois le gouvernement hongrois comme celui qui pourrait représenter les modèles sur lesquels vers lesquels on peut marcher. Et ce gouvernement hongrois, il est sur cette position à la fois, à la fois européenne ou impériale et en même temps, non alignée. Tu le vois comme ça? Ouais, je le vois comme ça. Et en fait, c'est grosso modo ce que je veux. Mais il faut quand même, parce que très souvent, on dit la même chose, mais de façon différente. Alors, parfois, je parle avec les néo-anti-européistes, il ne manquait plus que ça, en Italie, et qui me disent, oui, bon, d'accord, il faut d'abord démanteler cette Europe pour en faire après une autre. Oui. Ça n'a jamais marché comme ça dans l'histoire. Donc, il faut faire une autre Europe pour la démanteler. C'est bien différent. Donc, d'un point de vue mental, d'un point de vue de l'illusion et d'un point de vue du mythe, il faut être surtout européenne et pas anti-européenne. Et puis, puisqu'on est européen, je veux dire, quand Ulysse revient à Ithaca, il n'y a que comment s'appelle, les Polacs, vous appelez les gens qui faisaient la cour à sa femme. Ils les tuent tous, hein. Oui. Mais ce n'est pas, mais il revient à Ithaca. Je veux dire, lui, c'est Ithaca qui lui permet son chemin. Alors, c'est l'Europe le chemin. Alors que ça soit plein de proches, c'est évident. C'est évident. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller se faire enivrer et perdre son temps comme de cochon chez Calypse. Oui. Mais partant de là, ce qu'on identifie mal, c'est, on part de zéro, quoi. Comment on ferait émerger une classe politique qui soit vraiment alter-européenne et est-ce qu'on doit utiliser les gens qui sont actuels? Est-ce qu'on doit juste compter sur le fait que les gens actuels ils feront peut-être comme Schroeder par simple intérêt matériel, ils vont se lier aux Russes contre les Américains, ou est-ce qu'on doit vraiment fabriquer une nouvelle élite? Bon, alors déjà on part de zéro, toujours. Il vaut mieux savoir qu'on part de zéro plutôt que avoir l'illusion de partir par quelque chose qui n'a aucune structure essentielle en soi. Donc les oppositions actuelles sont bien intéressantes pour ce qui bouge, pour les possibilités qu'on a de rencontrer des gens et de travailler là-dedans. Mais en soi, les oppositions actuelles sont complètement invertébrées. Alors, donc on part de zéro. Déjà, si on arrête de se faire des illusions sur le résultat, par exemple, si le Front National arrive au pouvoir, premièrement, le pouvoir c'est autre chose. Deuxièmement, le Front National n'y arrive pas. Et troisième, heureusement qu'il n'y arrive pas, parce que sinon, bonjour, ça serait un éclatement ridicule, ou que ça tomberait dans la grotesque. Ceci dit, la poussée du Front National est très intéressante. Ceci dit, la poussée des Monif, comme les autres jours, est très intéressante. Il faut quand même savoir intervenir en sachant où l'on va. Alors, on part de zéro. Oui, on part toujours de zéro. Quels sont les éléments? Justement, les éléments sont que si on arrive à trouver la façon de fédérer, de coordonner les forces qui viennent de l'Est et les intérêts réels, énergétiques, etc., ça marche d'une certaine manière. Alors, il est bien vrai que c'est un travail difficile.
Mais il est bien vrai que je vois personne qui s'occupe du réel, parce que comme personne n'a remarqué, par exemple, ce qui s'est passé en France et dans le Haut avec Strauss-Kahn, personne n'avait remarqué à l'époque pourquoi et comment Berlusconi avait été tombé, et quelles étaient les relations que Berlusconi avait réussi à faire entre l'Italie, la Turquie, la Russie, et entre la Russie et l'Europe. Alors, les intérêts, ça passe, je sais bien que c'est pas les grands drapeaux, mais ça fait bouger énormément. Alors, si on met si on a des gens encore qui en ont pas, de peuples qui ne sont pas encore fait boire complètement le cerveau, on leur donne des possibilités avec leurs intérêts et on les connexe avec les intérêts généraux. Et si on va dans le sens de l'histoire, qui est quand même vu que face au mondialisme, la seule solution, ce sont des grands empires, parce que les petites comtés, et la France en sert une petite comté, face au mondialisme, ça ne signifie absolument rien, c'est le mondialisme, parce qu'il n'y a qu'une alternative possible. Si on arrive à tout ceci, on a comment aller. Alors, bien sûr, c'est un travail à faire, mais les éléments, là, ils sont. Les éléments du souverainisme, ils y sont pas. La seule solution, vous savez qu'est-ce que c'est la seule chose qui passera avec la logique du souverainisme? Le fait de l'acceptation de l'immigration comme identification d'un drapeau. C'est la seule chose, c'est le seul résultat que nous aurions avec le souverainisme. Il y a juste l'assimilation. Oui, c'est le seul résultat concret. Du coup, comment, dans cette optique impériale et anti-subversive, comment est-ce que nous, qui essayons de faire quelque chose, on doit se situer? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Est-ce qu'on doit être encore justement dans le militantisme classique, ou bien est-ce qu'on doit plutôt se concentrer sur l'influence, sur le travail de think tank ou de choses comme ça, pour essayer d'avoir un poids sur... C'est toujours un tout. C'est toujours un tout, parce que là, c'est le problème encore. Encore les grands problèmes de l'infantilisme et je dirais même de l'hystérie qui nous entourent. Nous avons la tendance toujours à tendre un sauveur. Ou un élément sauveur, ou un parti sauveur, ou un État sauveur, et au moins, déjà ça serait encore mieux, mais personne n'y pense, une guerre qui nous sauve. Mais le problème, c'est que personne ne peut se sauver s'il ne se sauve pas lui-même. Alors, à part le travail sur soi, que c'est une question essentielle, que je pense que c'est quand même fondamental, on n'en parle toujours plus, mais il n'y a que des gens qui sont conscients et qui dominent ses propres nécessités et qui dominent les hypnoses du quotidien, qui peuvent se libérer, parce qu'autrement, si on ne part pas de cela, il n'y a personne qui libérera les esclaves qui sont esclaves en soi. À part cela, c'est un ensemble de choses. Alors, un ensemble de choses, ça veut dire qu'il faut créer des structures, mais il faut créer des structures qui soient à la fois solides et fluides. Il faut intervenir avec une logique politico-militaire, entre guillemets militaire, ça n'a rien à voir avec les armes, mais c'est avec une logique d'état-major, avec une logique, par exemple, qui est à la gauche, les léninistes ont eu un certain temps, donc avec une stratégie, avec la connaissance des rapports de force, etc. Il faut rentrer dans toutes sortes d'éléments pour mouler une tendance et pour mouler certains types de gens. Donc il faut à la fois être dans des mouvements, être dans des partis, créer des structures, créer des élites, être dans la communication, être dans la diplomatie, être dans les affaires et avoir un think tank. C'est un tout. C'est un tout, mais pour avoir un tout, il faut déjà avoir tout d'abord une conscience précise de ce qu'on est, une conscience précise de la communauté de saints vers laquelle on y va, et puis une logique quand même hiérarchique importante, et l'appliquer, et qui ne doit rien avoir avec la logique des coqs. Donc, bien sûr, on est bien loin de là, mais on est bien loin de là, pas à cause de la théorie du genre, et pas à cause des trotskistes, oui, bien sûr, parce qu'ils sont derrière depuis longtemps, depuis 2 jours, mais c'est surtout à cause de nous, qui sommes des imbéciles et qui ne voulons jamais la mettre. Alors, comment est-ce qu'on devrait procéder? Est-ce qu'on doit... on a toujours parlé de ça depuis des années, mais on l'a jamais vraiment... Enfin, toujours
difficulté à le mettre en place, c'est une école des cadres. Mais oui, déjà, qui pourrait faire ça, voilà, la question, il faut s'interroger. Déjà, parce qu'une école de cadre, c'est parfait. Mais pour avoir une école de cadre, il faut quelqu'un qui veut créer des cadres. Et les cadres, ça se crée pour quoi faire? Pour faire une conquête. Donc il y a quelqu'un qui bouge pour une conquête. Vous envoyez quelqu'un? Moi, j'en veux pas. Je veux dire, aujourd'hui, dans la politique, les gens sont là pour avoir du succès, pour être acceptés par les gens, pour être applaudis par les gens, pour être votés, et pour dire les choses que les gens disent, d'une manière, ou qu'ils pensent que les gens disent d'une manière ou l'autre, et d'être mis à être toujours, c'est dans la première page de journaux. Ça, je vois partout, à toutes les échelles, sans exception, ça n'amène pas à une école de cadre parce qu'il n'y a pas derrière une volonté de puissance. Mais alors, si quelqu'un est impuissant, c'est pas la faute aux femmes. Est-ce que c'est pas nous qui, finalement, on attend effectivement toujours quelque chose des autres, mais à nous de construire ça, mais avec qui le faire et comment le faire, parce que en fait tout le monde est prisonnier de cette logique du spectacle et du narcissisme en fait, et rares sont les gens, et les gens en fait qui arrivent à rompre avec ça, en fait à la fin ils sont tellement différents du moule actuel que ils finissent seuls en fait, où ils ont des parcours. Oui, mais bon, l'histoire nous a pris beaucoup d'exemples où le spectacle était utile à la marche et pas vice versa. Donc on peut tranquillement être un spectacle et utiliser le spectacle. À part d'avoir une ligne de marche et de marcher. Alors qu'aujourd'hui, on marche seulement 3 secondes devant la caméra et c'est fini. Parce qu'on ne veut pas marcher, on va être dans la caméra. Ça, c'est la différence. Alors, bien sûr, si on ne dépasse pas ceci, on n'y arrivera nulle part. Mais, par contre, avec qui? Avec tout le monde. Bon, on voit que chaque fois qu'il y a un truc qui marche, par exemple, on voit que chaque fois que quelqu'un parle en langage simple et qui dit des choses qui sont plus ou moins entendues par les gens, on voit que c'est un ensemble de gens qui viennent de partout. On voit par exemple les exemples de Dieudonné, les exemples de Soral. Les gens viennent de partout. Moi, avec mon centre d'études, je vois des gens à niveau différent parce que c'est très élitiste, je vois des gens de partout. Je vois même des élus, je vois des députés, je vois des diplomates, je vois des journalistes de partout qui viennent, qui sont intéressés. Les gens ont besoin d'être rassemblés. Mais pour les rassembler, il faut leur donner un truc qui ne soit pas simplement des slogans des incantations vides. Voilà. Même des slogans hystériques, parce que je veux dire, aujourd'hui, tous les slogans anti-européens sont hystériques. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Bon, par exemple, je vois à quel point on est hystérique, quand on s'en prend par exemple l'euro, ce qui, d'après moi, est plutôt, même intelligent, mais personne ne s'occupe de simplement, par exemple, aux accords de Basilée. Les accords de Basilée qui sont ceux qui ont paralysé la production en mettant les banques dans des obligations, entre guillemets, bon, de non-financement, etc. C'est ce qui bloque la machine et personne ne s'occupe de ceci. Alors déjà, je n'ai jamais entendu ça faire une bataille là-dessus. Donc même dans un discours anti-européen, on choisit toujours le discours hystérique et faiblard. Ce qui fait que les gens excités, au moment où ils sont excités, viennent volontiers, mais les gens restent excités un certain temps et c'est fini. Il n'y a pas derrière un discours, il n'y a pas derrière un plan, il n'y a pas derrière une stratégie, et surtout, beaucoup de gens intelligents hésitent, parce que le discours, c'est quand même bête. À la situation actuelle, par exemple, Henri de Grossouvre avait projeté un scénario d'Europe alternative, en fait de refonder l'Europe sur des cercles concentriques avec des différents niveaux de coopération. Quelle serait pour toi une modélisation faisable? Oui, bon, il ne faut pas non plus
trop tomber dans la théorie parce qu'après les choses se font très souvent par les gens qui veulent le faire. Donc souvent les théories ne marchent pas. N'oublions pas que la théorie de la fraternité anglo-allemande, c'est ce qui a fait, ce qui est resté longtemps pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui a permis aux banques, si vous voulez, de gagner sur l'Allemagne et de gagner sur l'Europe. Donc, le fait d'avoir un projet intelligent ne veut pas dire que le projet intelligent soit suivi par les gens qui devraient faire partie. Dans l'ensemble, je suis d'accord. Enfin, parce que je ne suis pas pour l'Union européenne, surtout pour la Fédération européenne, je suis pour l'Europe, mais je répète, on peut pas dire il faut d'abord détruire et puis construire. Il faut construire en détruisant, ce qui est bien différent. Autrement, on n'est pas dans le sens de l'histoire, on n'est pas dans le sens de la révolution, et on est des outils de l'ennemi. La logique anti-européenne est une logique ennemie. La logique européenne ne veut pas dire Bruxelles et l'Union européenne. Il veut bien dire créer une poussée pour tout changer. Que ce soit clair, parce que sinon, je suis pas là en train de parler pour Marco Draghi ou voilà, c'est au contraire. Et simplement, je pense avec ce que je dis, d'être l'un de ces gens de peu qui ont encore un espoir concret de foutre Marco Draghi en prison. Alors qu'avec le discours anti-européen en soi, en prison, on foutra que les gens de chez nous. Vous verrez que ça se terminera comme ça. Bon. Cela dit, à part cette promesse, je pense que effectivement, il faut créer, d'après moi, alors déjà, je le dis à plusieurs reprises, il faut déjà changer l'Europe, le statut européen de fédéral en confédéré. Un confédéré signifie de donner quand même une importance réelle aux puissances historiques et même économiques, parce qu'on est dans l'économie, et culturelles qui font partie de l'Europe, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer, c'est vraiment être ridicule d'imaginer que Luxembourg puisse peser comme la France, et créer un contrôle confédéré sur l'État-nation. Les créer surtout sur la Banque centrale, faire que les banques nationales, les différentes banques nationales, aient la possibilité d'émettre la monnaie unie selon leur parti, avoir un contrôle qui soit donné par la propriété populaire de la banque, divisé par quota confédéré, créer surtout une chambre de corporations européennes qui permet aux différentes catégories économiques de s'organiser vis-à-vis à tous les niveaux et qui eux-mêmes aient en grande partie le contrôle sur l'émission de la monnaie. Et évidemment, comment dirais-je, faire coordonner au moins 3 axes de développement géoculturel, géoéconomique coordonné évidemment, qui sont un axe du Sud, un axe mitteleuropéen et un axe qui arrive jusqu'à Moscou. Faire de la Russie les grands alliés européens et de l'Europe les grands alliés russes. De cette manière, on pourra obtenir justice et liberté pour l'Ukraine et pour le pays baltes, qui aujourd'hui risquent d'être étouffés. Et on peut le faire carrément, si on a l'Europe, ça peut être nous et pas Soros, à s'occuper essayer de faire la diplomatie là-dessus. Enfin, grosso modo, c'est comment je vois les choses. La Constitution fédérale européenne, ça doit trouver inspiration par la Constitution hongroise. Et enfin, et je pense que comme ça, on pourra même faire une certaine défense sur la position européenne, une certaine défense sur ce qui concerne un certain protectionnisme pour ce qui concerne les marchés externes, comme par exemple les Américains font et que nous ne faisons pas justement parce qu'on est divisés.
Et on peut, à la fin, même coordonner une politique de préférence locale et une politique complètement différente sur l'immigration. Voilà. Et tout ça, c'est comme ça que je conçois l'Europe à rebâtir. Mais à rebâtir, pas après, pendant. Mais donc, tu parles de l'alliance avec la Russie, mais la Russie, elle a quand même donc un centre politique fort, et c'est le système Poutine. En Europe, où serait le centre politique fort? Où était le centre politique fort en Allemagne jusqu'à 1860? Où était le centre politique italien jusqu'à 1850? Le centre politique fort, c'est aussi parfois un essor de l'histoire. Je veux dire, rien ne marche s'il n'y a pas un ensemble qui se croise entre une dynamique de nécessité et de gens qui s'en occupent. Évidemment, aujourd'hui, il y a une différence par rapport à tout le reste, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, tout le monde a la tendance à penser, il n'y a pas de crise de système du tout, il y a une crise de société, et que le système est très fort. Donc, il n'y a pas un vide de pouvoir. Alors, il est très probable que au moment où quelque chose comme ça se passe, les gens qui devraient qui auraient la tendance à chevaucher ce genre de tigre se feront tuer. Ça, oui, ça c'est ce que je pense. Il y a de forts risques que à ce moment-là, les gens qui essaieront de remplir cette tâche se feront tuer. Mais je préfère quand même espérer de me faire, je ne sais pas moi qui vais prendre la tâche, mais pour donner un exemple, je préfère risquer de me faire tuer plutôt de faire mourir les autres qui se foutent de ma gueule dans la façon dans laquelle je suis une marionnette. Et encore une fois, voilà, pour moi cette question elle est importante, c'est qui va s'occuper de cette tâche? Est-ce que ça va être les capitaines d'industrie, les gens qui ont un intérêt objectif à s'allier avec la Russie, ou enfin est-ce que on n'en sait rien, okay. parce que par exemple regardons, c'était un petit officier de l'armée à l'époque de la Révolution française, c'était un capitaine de l'industrie en Italie il y a 20 ans, c'était un ancien socialiste en Italie il y a beaucoup plus longtemps, on le sait pas avant. Je ne dis pas que ça reviendra. Mais si ça vient, ça peut être un capitaine de l'industrie, ça peut être un intellectuel, ça m'étonnerait, mais ça peut être aussi un intellectuel, ça peut être un militaire, ça peut être un ancien révolutionnaire, ça peut être, j'en sais rien. Je ne peux pas, c'est impossible à prévoir. Mais disons que rien, quand il y a le moment magnifique dans l'histoire, 20 secondes avant, on ne prévoit pas exactement qui sera. Qui connaissait Trotsky, par exemple. Cela dit, je ne suis pas optimiste. Mais je ne suis pas optimiste pour deux raisons foncières. Parce que le système est très, 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 très fort et performant. Et parce que les gens qui devraient faire la révolution contre-subversive sont tous rangés intérieurement. Parce que nous sommes tous des invertébrés. C'est ça le problème. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut commencer par résoudre? Bien sûr. Parce que l'impérium, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais on n'en parle plus. Non. On parle de conneries, finalement. Parce qu'on parle, même si vous voyez, si on regarde les grands éléments rassembleurs aujourd'hui de droite nationale, c'est revenant au passé. Le passé, si quelqu'un se rappelle qu'est-ce que c'était les passés, bon, il n'y avait pas de droite nationale déjà. Et c'était le même genre de Bruxelles qui était là, mais simplement, puisqu'il y avait une autre vitesse dans la vie, et parce que quand même il y avait une autre espèce de réflexion, il y avait une manière différente de bâtir les phrases et tout le reste, alors ces passés-là, ça paraît comme l'âge de l'or, mais il n'y a pas trop de mémoire. Justement, avant-hier, là, quand il y a eu le message subliminal de la mouette du corbeau qui ont attaqué la colombe. Bon, là, il ne faut pas oublier, bon, c'est pas, toute action vaut en soi et tout en les clés, hein. Bon, il ne faut pas oublier que, à propos des corbeaux, les corbeaux qui accompagnent Odin dans sa chasse s'appellent
pensée et mémoire. Alors, il y a très peu de pensée, il n'y a pas de mémoire dans les gens qui s'opposent. Et dans les oppositions nationales, il n'y a pas de mémoire de comme c'est une des choses auxquelles ils voudraient venir. Il n'y a même pas mémoire du futur, parce qu'on peut avoir une mémoire du futur. La mémoire du futur, c'est la mémoire de ce qu'on a, de toute la tendance qu'on avait vers le futur. Par exemple, l'Europe nation, que c'était nous. Et qui ça reste nous, parce que ça, c'est pas l'Europe nation. Alors, sans la pensée et sans la mémoire, Odin n'a pas un seul œil qui est borné. Il y a deux. Merci Gabriel, et à bientôt. Merci.